Bonjour, nous sommes le mercredi 13 mars 2019 et vous avez peut-être vu ça, il y a eu une vidéo. Il y a exactement 9 jours, j'ai fait un exposé à la demande d'un groupe qui s'appelle Éthique Île-de-France et qui se situe à l'hôpital Saint-Louis à Paris. J'ai fait un exposé sur la prédiction, en particulier dans la perspective de la prédiction qui va maintenant pouvoir être éclairée par la technique de l'intelligence artificielle. Et j'ai fait cet exposé devant des personnes qui, bien entendu, s'intéressent essentiellement à la prédiction dans le milieu médical. Mais là, on m'avait demandé spécifiquement de parler de la prédiction dans le domaine de la finance. Et j'ai fait un exposé que vous avez pu voir, j'en ai profité d'ailleurs, j'ai repris les notes que j'avais préparées, en mettant des idées sur lesquelles je ne m'étais jamais penché auparavant pour faire aussi un article dans la revue belge Trends Tendance sur comment prédire les crises financières dans la perspective de demander à la machine, à l'intelligence artificielle de prédire ça. Et bien sûr, si on m'avait demandé d'en parler à l'hôpital Saint-Louis, c'est parce que je fais partie de ces quelques personnes qui ont pu prédire la crise des subprimes, et non seulement la prédire, bien entendu, mais de dire que ses conséquences seraient majeures, qu'il y aurait une énorme crise qui serait la conséquence de cela, ce qui bien entendu n'était pas évident. On pouvait encore, dans le domaine voilà, où je travaillais, des subprimes ou des primes, de dire qu'il y aurait une crise, mais il fallait encore dire essayer de voir les ramifications de cette crise et de voir ce que ça allait, sur quoi ça allait déboucher. Et comment quelque chose qui débutait dans un secteur très limité finalement, bon, ça ne représente pas grand-chose dans l'économie américaine, le secteur subprime, pouvait être à l'origine d'une catastrophe sur le plan financier et économique. Et donc, pour la première fois, j'ai dû réfléchir, voilà, euh, qu'est-ce que ce sera quand ce sera la machine qui découvrira ça. Et j'ai fait la remarque, vous avez peut-être vu ça, que ce serait beaucoup plus facile à la machine de faire qu'à des êtres humains à l'époque, et pas tellement pour une question de vitesse, pas tellement pour une question de voilà du nombre de dimensions que pourrait mobiliser la machine dans ses investigations, de la quantité de données tout à fait considérable qu'elle pourrait traiter plus rapidement que nous. J'ai surtout souligné le fait que ce sont des préjugés, qui empêchent les gens de voir ce qui va se passer. À quel genre de préjugés fais-je allusion? Eh bien, au fait que pour prévoir la crise des subprimes dans sa dimension, à l'échelle qui serait la sienne, il fallait ignorer la distinction qui existe entre finance et économie. Il fallait ignorer la distinction qui est faite en économie entre macroéconomie et en microéconomie. Il fallait s'intéresser à qui étaient les populations, à qui on prêtait de l'argent dans le cadre des subprimes, essentiellement de ce qu'on appelle les hispaniques aux États-Unis, c'est-à-dire en fait des populations qui viennent hispaniques, si vous voulez, parce qu'elles parlent espagnol à l'origine, mais essentiellement parce qu'elles viennent d'Amérique centrale et que dans la quasi-totalité, ce sont des populations relativement pauvres de ces pays, ce qui veut dire aussi qu'il s'agit d'Amérindiens dans leur quasi-totalité, de gens qui sont des populations précolombiennes, comme on dit aussi, mais aussi l'héritage aux États-Unis de l'esclavage, le fait que les personnes qui sont venues, dont les ancêtres sont venus comme des esclaves aux États-Unis, l'intégration s'est faite avec pas mal d'incitations d'ordre divers. Ça a pris carrément un siècle pour qu'on commence à prendre les choses sérieusement. Je fais un calcul rapide, 1860-1960. Et l'héritage, tout ça n'est pas encore véritablement intégré. Qu'est-ce qu'il fallait encore mettre en évidence? Il fallait encore ignorer toutes ces distinctions qui sont faites entre sous-parties de la science économique, pas simplement macroéconomie et microéconomie. Et il fallait aussi mettre en rapport ce qui se passe à la bourse avec ce qui se passe dans l'immobilier. Et comment est-ce que je savais qu'il fallait faire les deux, qu'il fallait réunir ces deux éléments-là?
Eh bien, parce que, à ma connaissance, j'ai été la première personne à qui l'idée n'était pas venue de moi, honnêtement, mais au sein de la société IndyMac, on a dit pour calculer le taux qu'on va exiger des emprunteurs, qui là n'étaient pas des subprimes, c'était une catégorie Alt A, c'est-à-dire un peu intermédiaire entre du prime et du subprime. On va intégrer dans le prix qu'on va demander, les taux qu'on va demander aux gens à qui on prête, on va intégrer la valeur sur les marchés boursiers des titres constitués par les grandes entités Freddie Mac et Fannie Mae. On va intégrer ça comme un élément aussi, ce qui est normal puisque c'est dans l'économie et que la valeur de à quoi on peut revendre ces titres quand on les agglomère, quand on a fait des titres, des grands titres équivalents à des obligations d'État, ça a une importance dans ce qu'on va pouvoir, nous, faire comme une marge bénéficiaire. Donc ça, il fallait savoir, il n'y avait pas beaucoup de gens qui le savaient. Moi, je le savais parce que là, je suis la personne qui a écrit le code. Bon, on va demander, entre nous, on va demander de faire ça en C++. Et il y avait des outils beaucoup plus simples à utiliser en Visual Basic qui permettaient de faire la connexion entre un ticker avec voilà, un écran où les chiffres varient, avec la machine que nous allons utiliser, avec notre serveur et le programme qu'on allait utiliser pour utiliser en temps direct ces chiffres-là. Il fallait mettre tout ça en rapport. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire-là alors que le titre de mon exposé va être l'ingouvernabilité États-Unis et Royaume-Uni? Eh bien, vous allez comprendre tout de suite. Non, je vais dire la phrase suivante. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à la fois des grands spécialistes des États-Unis et des grands spécialistes de la Grande-Bretagne et qui sont aussi des grands spécialistes de la collapsologie et qui sont aussi des grands spécialistes des crises et comment les crises se déclenchent et ce qui va faire que justement une petite crise quelque part va avoir des conséquences extraordinaires. Non pas qu'une petite crise au niveau de la gouvernabilité des États-Unis ou du Royaume-Uni soit une petite crise, mais il faut pouvoir mettre ces éléments ensemble et de dire, comme moi je le fais ici depuis un certain temps, ce qui va provoquer l'effondrement de nos sociétés humaines, c'est des événements. C'est des événements. Et ces événements, ça peut être M. Trump à la tête des États-Unis, ça peut être le Brexit. Si vous avez regardé, moi j'ai regardé ça en direct et moi je m'amuse à regarder ça et parce que bon, j'ai l'avantage de comprendre ce que les gens disent, je ne dois pas attendre qu'il y ait de traduction, et je peux vous dire en direct voilà ce qui est en train de se passer. Et j'ai souligné au moment même, c'était impressionnant, c'est impressionnant parce que si jamais vous vous dites, si vous êtes britannique et vous dites on paye trop nos députés, on paye trop nos ministres, non. Je n'ai vu que des gens qui ont défendu des points de vue différents, et il y en a qui ont défendu des points de vue indéfendables, mais je n'ai vu que des gens qui faisaient très très correctement leur métier. Ils étaient dans une panade pas possible. Pourquoi? Parce que leur gouvernement est dans une situation pas possible, parce que leur pays était au bord de l'ingouvernabilité, il est au bord de l'effondrement. Quand on regarde ce qui est en train d'être décidé aujourd'hui, de lever toutes les frontières du côté de l'Irlande en permettant, comme dit tout le monde, à la contrebande de pouvoir se réintroduire du jour au lendemain pour empêcher quelque chose de plus grave dans un effondrement généralisé du pays. Quand on envisage des mesures provisoires pour empêcher le désastre, que là, heureusement, on a pu prévoir que serait un Brexit, une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans véritable accord. Il y a le contraste tout à fait flagrant entre la capacité de ces gens à faire leur métier et le fait que leur pays se soit retrouvé dans une situation aussi dramatique qu'il l'est. Alors il y a encore ici ou là des gens qui me diront que c'est une très bonne chose pour la souveraineté du pays, etc. Non, soyons sérieux. Une fois qu'on a intégré, comme ça a été le cas, le Royaume-Uni dans l'Union européenne, c'est pas un truc qu'on détricote ensuite. Je
j'aimerais bien qu'il y ait une belle analogie qui me vienne, un truc qu'on enlève comme ça. Voilà, non. Ce qui me vient dans les médias, voilà, c'est le marchand de Venise. C'est le type, voilà, par contrat, on pourra lui retirer une livre de chair. On ne retire pas une livre de chair d'une personne en espérant qu'elle sera en bonne santé par la suite. On ne retire pas la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni de l'Union européenne. Et on ne fait pas voter les gens en référendum en disant est-ce que c'est une bonne idée de le faire. Et là encore, je dirais, les Britanniques, dans la panade où ils sont, ils vont encore avoir un vote tout à l'heure pour essayer d'éviter le no deal Brexit, voilà, la sortie de l'Union européenne sans accord véritable. Ils vont voter sur un paratonnerre que Madame Yvette Cooper a proposé depuis pas mal de temps, qu'on puisse prolonger au moins la sortie. Je pourrais, voilà, une fois de plus, voilà, me réjouir, être là avec un grand sourire et dire est-ce que je n'étais pas là aussi la personne qui a dit que le Brexit, on n'en sortirait pas, et souligner devant vous que ce qui va se passer, c'est soit qu'il n'y ait pas de Brexit parce qu'on va faire un second référendum, et les gens auront eu tellement la pétoche qu'ils n'oseront plus cette fois-ci, même si les Russes les poussent par derrière à voter pour un Brexit, ils n'oseront pas le faire. Et l'autre alternative, c'est celle que je vais mentionner aussi comme étant une possibilité pour ne pas perdre la face du côté d'un gouvernement britannique, de dire voilà, les amis, on a eu le Brexit, regardez, on l'a eu, etc. Et puis qu'en fait, il ne soit absolument rien changé. Rien n'a été changé parce que on s'est rendu compte qu'on ne peut pas enlever comme ça les morceaux. Et là, je vous dis, c'est un pays où c'est un spectacle rassurant de voir quand même un pays qui s'effondre comme ça sous nos yeux, qui est encore dans cette salle, qui est des gens qui se suivent pendant 4 heures avec le sens de l'État et qui défendent manifestement l'intérêt général. Ils le comprennent différemment, l'intérêt général, ça c'est ça la démocratie, mais ils le défendent avec conviction et de manière admirable. Dans le système anglais, on voit bien, c'est tous les gens qui ont gagné des concours d'éloquence ici et là. Bah oui, très bien, parfait. Parce que, par contraste, quand on voit, je ne sais pas, des exemples récents, Monsieur Michael Cohen aux États-Unis, ancien avocat de monsieur Trump, attaqué par les parlementaires, certains parlementaires républicains, ou quand on avait vu précédemment la nomination, le témoignage j'ai oublié le nom de Madame Beale, j'ai bon souvenir, qui défendait le point de vue qu'elle avait été attaquée, assaulted, violentée par M. Kavanaugh, qui était sur le point d'être nommé à la Cour suprême. Et quand on voyait les grenats, j'ai dit les petites frappes, quand on voyait les petites frappes que peuvent être les députés républicains aux États-Unis ou les sénateurs républicains, dans les deux cas, qui sont des gens, voilà, qu'on mettrait peut-être en prison dans d'autres pays. Là, on pourrait se dire, oui, il est normal qu'un pays, quand il en arrive là, c'est-à-dire quand il dérive vers une république bananière, comme malheureusement c'est le cas sous la présidence de M. Trump. Vous savez que moi, je fais ce que je peux et j'en parle le plus souvent possible pour que ce pays, ce malheureux pays, il faut bien le dire, échappe à un personnage comme celui-là. On a vu des personnages comme celui-là à la tête de pays et ça n'a pas... nous payons encore, 50 ans plus tard, nous payons encore les pots cassés. Je ne parle pas mal simplement des populations qui ont subi les effets d'avoir un dirigeant comme ça, mais toutes celles qui ont subi le fait que ces gens sont partis à l'étranger faire des ravages, dont les traces sont encore dans la politique actuelle, sous forme de... sous forme de réaction excessive, sous forme de souvenirs mal digérés, et ainsi de suite. Je lisais, et je vais terminer sans doute là-dessus, je lisais un article à l'instant dans le Guardian et qui disait s'agit-il avec la Grande-Bretagne, s'agit-il d'une crise de quinquagénaire?
ou s'agit-il de la sénilité à proprement parler? Parce que c'est ça la question qu'on peut se poser. Quelle que soit la manière dont ces représentants du peuple font leur métier correctement, il y a là quelque chose qui est de l'ordre de l'effondrement qui a lieu sous nos yeux. C'est pour ça que j'ai commencé mon exposé par vous parler de choses qui n'avaient aucun rapport avec ça. C'est pour pouvoir faire ce parallèle, pour souligner le fait que les gens qui sont les grands spécialistes de la Grande-Bretagne ou qui sont les grands spécialistes des États-Unis ne sont pas ceux de l'effondrement, ne sont pas les physiciens, ne peuvent pas dire il est en train de se passer là en Grande-Bretagne exactement le phénomène de type critique qui peut entraîner le pays dans le chaos absolument total. Et comme, voilà, je ne sais pas si monsieur Trump sera finalement accusé de haute trahison, soit parce qu'en fait on pourrait l'accuser, mais on ne veut pas à la direction de l'État en passer par là, soit parce qu'il a peut-être raison, c'est peut-être un imbécile parfait, il n'est peut-être même pas de même mèche avec la Russie, mais ce malheureux pays a permis qu'un type comme ça devienne son dirigeant par des failles à l'intérieur du système, parce que justement le pays lui-même était en train de se rapprocher du gouffre, que les failles étaient en train de se creuser, les fractures sociales. J'emploie l'expression pour souligner que quand on parle de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, ou quand on parle des États-Unis, ça ne veut pas dire que tout aille très très bien chez nous non plus, bien entendu. Et c'est pour ça qu'il faut avoir le regard posé sur les choses qu'il faut examiner, sur les choses qu'il faut essayer de résoudre, sur les choses qu'il ne faut pas mettre entre parenthèses. Et je suis content que le reporter, le journaliste de La Voix du Nord, quand il m'a interviewé l'autre jour, ait repris cette chose qui m'avait frappé là comme étant, comme étant le type même de choses qui peuvent provoquer la catastrophe. Cette question dans le grand débat national où on vous dit, je vous mettrai en dessous de la vidéo le texte exact, mais où on vous dit comment essayer de régler les problèmes du réchauffement climatique et de la disparition de la biodiversité tout en respectant nos engagements envers les autres pays de l'Union européenne et en maintenant la compétitivité des entreprises. Ce genre de phrase n'est pas innocente, c'est pas c'est pas une erreur de bureaucrate, c'est l'incapacité de voir l'échelle des problèmes et de mettre en face l'un de l'autre comme une chose qui devrait corriger l'autre, qui devrait mettre des contraintes, qui devrait empêcher qu'on envisage un certain type de solutions, des choses qui n'ont aucun rapport et dont l'une est grotesque et ridicule par son côté minable par rapport à l'enjeu qu'il y a là de l'autre côté. Cette incapacité à ne pas voir cela, à mettre sur les deux plateaux de la balance, comme c'est bien dit, finalement dans l'entretien ça a été un petit peu mis en forme par le journaliste, mais de mettre sur les deux plateaux de la balance le profit des entreprises d'un côté et vous me direz leur capacité à créer des emplois, alors que ça fait longtemps qu'elles ne créent plus d'emplois. Le profit des détenteurs du capital d'un côté et la disparition de la vie à la surface de la Terre. Bon, je termine là-dessus parce que les bras m'en tombent tellement que je vais m'effondrer dans mon siège. Allez, à bientôt.